Nous saluons l'invité de la séquence interview, François de Rugy, bonjour. Bonjour. Candidat donc à la primaire de la Belle Alliance Populaire. Quand même, il y a un contraste un peu embarrassant entre les dynamiques des campagnes Macron et Mélenchon. Mélenchon parlait du fameux casse-noix qui était en train d'enserrer ce candidat de la primaire et les difficultés de votre primaire quand même à convaincre de son efficacité politique. J'entends bien, depuis des semaines, des mois, il y a beaucoup de dénigrement de la gauche en général, de la gauche de gouvernement en particulier. C'est de bonne guerre à gauche. On est souvent à taper sur ceux qui se coltinent les responsabilités, et surtout quand c'est difficile. Et par ailleurs, il y a des gens qui préfèrent toujours la gauche dans l'opposition, surtout à gauche d'ailleurs, paradoxalement. Et puis, par ailleurs, il y a aussi un dénigrement sur la primaire. On nous dit que ça ne marche pas. Premier rendez-vous, un débat, 3,8 millions de personnes qui suivent ce débat. Pour quelque chose qui ne marche pas, c'est quand même déjà un signe d'intérêt de la part des Françaises et des Français. Ça ne veut pas dire que ces 3,8 millions de personnes vont toutes et tous aller voter le 22 janvier, mais enfin, tout de même, c'est quelque chose d'intéressant. Après, un débat avec 7 candidats, c'est toujours un peu difficile à mener. Moi, je regrette qu'il y ait eu un peu trop de conformisme dans les questions. Parce que aborder l'économie, par exemple, d'abord aborder l'économie et l'emploi en une seule question, ça me paraît un peu surprenant. Mais l'aborder sans aborder du tout les enjeux liés au numérique et à l'écologie, qui sont quand même des enjeux majeurs de transformation de notre société et de l'économie, ça, c'est vrai que j'ai un peu mal compris ce choix de conformiste dans les questions. Ça, c'est la télé. Maintenant, elle est à la radio avec Sophie Delpont. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Vous parliez justement du manque d'écologie hier soir. Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme projet, notamment sur la transition énergétique, qui soit différent d'Europe Écologie Les Verts du candidat Yannick Jadot ? Alors moi je suis dans la primaire, donc moi je ne suis pas là pour me comparer avec Europe Écologie Les Verts qui a fait le choix d'essayer de faire de l'écologie tout seul dans son coin, sans discuter avec personne, sans dialoguer avec personne et sans passer d'accord avec personne. Je ne sais pas comment c'est possible parce qu'avoir des idées, même si elles étaient bonnes, sans avoir le mode d'emploi pour les mettre en œuvre, ça ne sert à rien. La radicalité sans la responsabilité, ça mène tout droit à l'impuissance et à rien d'autre. Pour ce qui est de mon programme, donc projet, 66 propositions, vous avez bien fait de le rappeler, parce que je pense que quand on se présente à une élection, et on fait campagne en disant ce que l'on a fait dans les années écoulées, puisqu'on solde quand même la période écoulée, et aussi ce que l'on propose, et je crois que la crédibilité, elle naît de la cohérence entre les deux. Voilà, sur le plan quand même, la question posée sur les deux sujets, notamment transition énergétique, etc. C'est ma première proposition. Puisque vous voulez en parler, parlons-en. Une proposition numéro 1 dans mon projet, c'est d'arriver à 100% de production d'électricité par énergie renouvelable d'ici 2050. C'est la même chose que Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes sur la même ligne pour l'instant. Oui, sauf que moi, j'essaye de m'en donner les moyens. Parce que faire ça sans exercer les responsabilités, ça ne sert à rien. C'est la même chose que ceux qui font des grands discours sur l'écologie, mais quand on passe à l'action, il n'y a plus personne. Donc 100% en 2050. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est à l'échelle d'une génération. C'est quelque chose qui, en effet, se fait sur le temps long, mais il faut commencer tout de suite avec un enjeu écologique, évidemment, limiter, voire supprimer les émissions de gaz à effet de serre, supprimer également le risque nucléaire qui pèse sur la France et surtout la production de déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire, restaurer l'indépendance énergétique de la France. Parce qu'aujourd'hui, avec quoi on fait de l'énergie alors ? Parce qu'aujourd'hui, c'est 100% d'importation de gaz, de pétrole, de charbon ou d'uranium pour faire fonctionner les centrales nucléaires, alors que là, on valorise les potentiels de la France. C'est de l'électricité produite en France, pour le dire en français dans le texte. Et donc, c'est évidemment l'éolien, c'est évidemment le solaire, c'est évidemment l'hydroélectricité, c'est évidemment la biomasse, c'est la géothermie, c'est la filière bois-énergie. Toutes ces filières, l'hydrolien, qui n'ont pas été assez utilisées, valorisées, alors que nous les avons en France. Nous avons les technologies, nous avons les entreprises, elles ne demandent qu'à se développer. Donc vous proposez un plan massif d'investissement qui est chiffré à combien ? Eh bien, je propose d'orienter l'investissement public et privé, mais surtout privé, dans ce sens, parce que si on ne le fait pas, si on fait semblant de dire que c'est difficile, ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à investir dans le nucléaire. Et d'ailleurs, c'est une fuite en avant, parce qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'endettement pour EDF. Areva a fait faillite.
a été sauvé par de l'argent public, plus de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros ont déjà été sortis des caisses de l'État pour sauver Areva. Le PR de Flamanville, c'est 9 milliards d'euros pour l'instant pour quelque chose qui ne marche pas, qui ne produit pas un seul kilowatt. Et le mur d'investissement devant lequel nous sommes dans les 10 ans qui viennent, c'est 100 milliards d'euros si on veut prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. Donc plutôt que de faire ça, cette fuite en avant qui est financièrement et économiquement insoutenable, eh bien moi je propose d'orienter l'investissement, faire des productions d'énergie qui sont à la fois propres et qui coûtent de moins en moins cher. Autre point du programme, peut-être, Sophie Delpont? Oui, plutôt sur la suite, vous disiez qu'il faudrait donc quelqu'un qui émerge de cette primaire de la gauche. Vous êtes apparu hier soir comme pondéré, modéré, responsable dans beaucoup de tweets qui ont été relayés par votre directeur de communication. Est-ce que ça peut suffire pour créer la surprise ? Je crois en effet que beaucoup ont relevé que j'avais pris des positions claires et que par ailleurs c'était crédible. Et je pense que c'est important. C'est la première étape peut-être à franchir d'ailleurs pour concourir à une élection comme celle-là, c'est d'être crédible. On ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas des promesses en l'air, on ne fait pas des promesses qui ne sont même pas financées. Et il y en a eu, hier, on en a eu quand même, c'était le catalogue pour les promesses, mais il n'y avait pas du tout à côté le catalogue pour le financement. Et surtout, ce que j'ai dénoncé, c'est que... Là, vous parlez de vos camarades, là. Oui. J'ai entendu des gens qui, comme je l'ai dit, sont prêts à sortir le carnet de chèques de l'État pour faire des dépenses, mais ils oublient de dire qu'ensuite, c'est les contribuables, et notamment les classes moyennes, qui vont devoir sortir leur carnet de chèques pour payer tout ça sous forme de taxes et d'impôts. Et puis, par ailleurs, je crois en effet qu'il y a une forme de renouvellement. Moi, je veux une gauche qui se renouvelle sur ses idées. Je pense que l'écologie est un puissant facteur de renouvellement des idées. Et donc, dans les débats qui viendront, puisqu'il y en a encore 2, eh bien, j'insisterai sur cet aspect. Dernière question, Sophie Oui, est-ce Delpont? qu'il est possible, selon vous, d'avoir une alliance avec Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, si jamais ils étaient devant dans les sondages, devant le gagnant de la primaire de la gauche? Ou s'ils étaient derrière. C'est valable dans les deux sens, non? J'espère. Non, parce que c'est quand même assez étonnant, cette idée... Dans les deux sens, alors. Cette espèce de scénario médiatique écrit d'avance, selon lequel, ça y est, on connaît déjà le résultat de l'élection présidentielle. Pensez-vous qu'on puisse c'est intéressant. vraiment Le réunir premier la tour a gauche? lieu le 23 avril. Donc on va quand même déjà laisser le processus de primaire aller à son terme, 22 et 29 janvier. On va laisser les gens voter en toute liberté. C'est pas la peine d'essayer de les prendre par la main. Ils sont libres, les citoyens qui viennent voter. Et puis ensuite, il y aura la campagne qui devra créer une dynamique autour d'un projet. Moi, c'est ma conviction. Et on va pas raconter d'histoire. Je l'ai dit aussi hier soir. C'est pas vrai que le candidat issu de la primaire de la gauche, il aura beau passer tous les coups de fil qu'il veut le lendemain de sa désignation à Mélenchon. Mélenchon, il va pas se retirer. Mélenchon, on sait qu'il veut aller au bout. Donc, il a déjà dit on prend d'ailleurs. acte de cela et on s'adresse aux électeurs. Merci beaucoup, François de Rugy, d'avoir Merci accepté à vous. notre Bonne invitation. Bonne journée à vous.